Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous déjà connu des problèmes de voisinage? Tiens, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quel type et ce qu'il vous est arrivé, je suis curieux de vous lire. Et quoi qu'il en soit, les quelques mésaventures que vous avez peut-être connues sont certainement très loin de ce que vous pouvez imaginer et de ce que je vais vous raconter dans l'affaire d'aujourd'hui. Mais avant que l'on ne débute, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Il y a dans la description également le lien d'Instagram avec lequel vous pouvez venir parler avec moi, et il y a également le lien de la chaîne Twitch où là aussi vous pouvez discuter, mais cette fois-ci en direct avec moi. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps et commençons notre histoire. Rendons-nous aux États-Unis, à Jacksonville, dans la plus grande ville de l'État de Floride, puisque c'est là-bas que vit un certain Russell Tillis. Nous voici en 2012, alors que l'homme est âgé de 55 ans et vit dans une maison dans le quartier de Bowden Circle. Un secteur résidentiel et très verdoyant, et qui paraît calme en apparence, mais en apparence seulement, car là-bas il se passe des choses. Et des choses très étranges. Et plus particulièrement au 3551 Bowden Circle, là où vit Russell Tillis, puisque le propriétaire a dressé des grilles de plus de 2 mètres de haut recouvertes par des bâches. Il est donc impossible d'observer à l'intérieur. En revanche, bien que la vue soit inutile, au vu des précautions qu'a pris Russell Tillis, l'ouïe des voisins est fortement sollicitée. Des bruits de marteaux, de perceuses, de visseuses, de scies sont entendus à longueur de journée par le voisinage. Mais s'il ne s'agissait que de cela, il s'en contenterait. Car en effet, des sons bien plus inquiétants émanent de la forteresse. Des cris humains retentissent. Mais pas des cris de joie ou de bonheur, des cris de terreur. Et si vous pensez que la situation est simple à résoudre avec seulement un passage chez le voisin qui perturbe le quartier, détrompez-vous. Parce qu'à ce petit jeu, Russell Tillis est fort. Très fort. Des personnes ont essayé de le faire revenir à la raison et de lui expliquer qu'il était beaucoup trop bruyant dans le quartier et que ses activités étaient anormales. Mais l'homme n'apprécie pas qu'on vienne le sermonner sur ses terres, et il va lancer une campagne de harcèlement massive envers l'ensemble de ses voisins. Après que ceux-ci soient venus pour parler avec lui, il déclenchera tout au long de la nuit une corne de brume à gaz jusqu'au petit matin. Celle-ci retentissait à intervalles réguliers. Et n'importe quelle personne habitant le secteur, même avec un sommeil très lourd, ne peut fermer l'œil de la nuit dans ces conditions. La femme de l'homme venu se plaindre auprès de Tillis connaîtra aussi un harcèlement puissant de la part de ce dernier, et dès lors qu'elle effectuera un pas en dehors de sa propriété, Russell Tillis sera présent pour l'harceler de manière agressive. Dans une paranoïa démesurée, Russell Tillis installe des caméras et des éclairages de sécurité dans sa propriété, mais qui sont orientés vers le voisinage. Des lumières puissantes s'activent vers les fenêtres du voisinage lorsque les détecteurs de mouvement repèrent quelque chose qui les active. Il bâtira aussi un échafaudage sur sa propriété pour observer aux alentours, et notamment ce qu'il se passe dans les maisons voisines. Et clairement, pour Russell Tillis, ce quartier est le sien. Il lui appartient et il le domine. Il commence alors à rôder dans les rues du secteur et il n'hésite pas à harceler et à insulter ainsi que menacer quiconque se trouve sur son territoire. Personne ne trouve de répit à ses yeux et il n'hésite pas à déverser des clous dans les allées des maisons voisines. Il s'attaque à des petites filles en les insultant et les menaçant, mais également aux mères de famille et aux pères de famille. Ces personnes sont martyrisées dans leur propre quartier et ce ne sont certainement pas les forces de l'ordre qui vont venir arranger tout ça. Puisqu'entre l'année 2012 et l'année 2015, il n'y a eu pas moins de 80 appels aux autorités. Des dossiers judiciaires ont bel et bien été constitués. Des ordonnances restrictives émises à l'égard de Russell Tillis, mais tout ceci n'est que de la paperasse pour lui. Cela va même avoir l'effet inverse, de créer une animosité supplémentaire de l'homme envers son voisinage. Vous l'avez compris, la police n'intimide absolument pas Russell Tillis, et lorsqu'un voisin le menace avec cet argument d'appeler les forces de l'ordre, Russell Tillis le menace à son tour. Prenez cet exemple où un jour, Russell Tillis, en s'adressant à un voisin, lui explique qu'il ferait mieux effectivement d'appeler la police, car ce soir, son cul serait à lui. Bon, pour être honnête, c'est vrai que c'est pas bien, mais ça m'a fait rire. Bref, mais comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter dans le passé de Russell Tillis, et notamment à son enfance. Russell David Tillis est né en 1962.
Et il a grandi exactement dans la même maison qu'il occupe en 2012. Il est le fils de Claude et de Margie Tillis et a aussi un frère nommé Claude Junior. Et ce que l'on peut dire de cette famille, eh bien, c'est qu'elle est particulièrement agitée. Claude, le père, est très souvent alcoolisé. Et il est violent, que ce soit envers ses enfants ou envers sa femme. Et Margie, la mère, va constater qu'il n'y a pas seulement les coups qui pleuvent. Elle va comprendre aussi que le père Claude abuse sexuellement des deux enfants. Elle décide d'agir et prend régulièrement la décision d'enfermer ses deux petits dans une caravane à l'extérieur de la maison pour que le père ne puisse pas les agresser. Et elle donne comme consigne aux enfants de ne surtout pas ouvrir s'ils se trouvent devant la porte. Et l'expression « tel père, tel fils » n'a jamais été aussi vraie que dans cette situation. Le voisinage craignant fortement le père de la famille, à l'instar de Margie et ses enfants. Par conséquent, et malgré des facilités démontrées à l'école, Russell Tillis s'en éloigne peu à peu, et il va plonger dans l'alcool, la drogue et même les larcins à son adolescence. Russell rôde dans le quartier et cambriole tout ce qui est cambriolable. C'est pour cette raison qu'il va effectuer un temps non négligeable dans des centres de détention pour jeunes personnes. Les problèmes s'accumulant, la présence de son père le débectant, Russell Tillis va prendre une décision radicale, celle de quitter la Floride pour un nouveau départ, mais dans l'état de Californie, à l'autre bout du pays. Notez que celui-ci, avant qu'il ne quitte sa terre natale à 18 ans, sa mère, Margie, a tout mis en œuvre pour qu'il se débarrasse de sa dépendance à la drogue et qu'il puisse effectivement avoir un tout nouveau départ. Ce sont dans ces conditions qu'en 1981, Russell Tillis débarque dans une ville californienne. Et cette nouvelle aventure commence plutôt pas mal, puisque Russell va rencontrer une jeune femme, Shannon Brinkley. Le petit souci qui se pose, c'est que cette demoiselle est de 3 ans sa cadette. Autrement dit, en étant âgée de 16 ans, elle est mineure. Quoi qu'il en soit, les deux s'entendent très bien. Ils se sont rencontrés dans un bureau d'aide sociale et partagent du temps ensemble, au point qu'ils finissent par sortir tous les deux. De fil en aiguille, cette relation devient de plus en plus sérieuse. Et Shannon va finir par tomber enceinte de Russell. Ils vont donc s'installer ensemble. Mais un mode de vie rangé et calme, ce n'est pas trop du goût de Russell Tillis. Et Shannon va vite le remarquer. Au vu de l'état de son petit ami par moment, Shannon le soupçonne de se droguer. Et effectivement, celui-ci cuisine. Entendez par là qu'il est en train de produire de la méthamphétamine. Et en plus de la revendre, évidemment, il la consomme surtout, ce que Shannon ne tolère absolument pas. Aussitôt, et pour protéger tant sa personne que le petit bébé qui venait de naître, Shannon décide de quitter Russell Tillis et de partir avec l'enfant. Suite à cette relation compliquée, Russell considère qu'il n'a plus rien à faire en Californie et décide de rentrer en Floride, là où vivent encore ses parents et son frère. Il trouvera bien des petits boulots par-ci et par-là, mais entre 1990 et 2012, sa vie sera surtout ponctuée par des peines d'emprisonnement. En 1989, alors que Russell Tillis est en train de conduire, il constate, sur le bas-côté de la route, une jeune femme en panne. En tant que bon citoyen, et au vu de l'état de la voiture de la jeune femme, il lui propose de la déposer là où elle le souhaite, ce qui l'arrange, et elle accepte. Mais au lieu de ça, il ne la conduira absolument pas à l'endroit qu'elle souhaitait, mais dans un chantier où il avait l'habitude de travailler. Une agression commence. Russell Tillis se trouve sur la jeune femme, et il commence à l'étrangler. Lorsqu'il débute également une agression sexuelle, mais il est interrompu par la présence d'une autre voiture. La jeune femme est sauvée, Russell Tillis, quant à lui, est envoyé devant la justice et reconnu coupable de ces faits. Pourtant, il n'effectuera aucune peine de prison. Pourquoi ? Les mystères du système américain. Mais vous commencez à connaître un peu le personnage et en 1993, il sera interpellé pour un cambriolage. Et cette fois-ci, il sera bel et bien envoyé en prison pour au moins 1 année. Les allers-retours entre les différents établissements pénitentiaires se multiplient. Mais en 1999, une peine d'emprisonnement bien plus conséquente sera prononcée à l'égard de Russell Tillis. Cette fois-ci, ce sont 5 années qui sont requises à son encontre, et Russell Tillis va donc les passer en prison. Mais même enfermé, celui-ci n'agit pas comme tout le monde. Et une fois à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, c'est là qu'il décide de commencer à étudier le droit. Et entendons-nous bien, il ne l'étudie pas pour faire passer le temps, mais bien pour augmenter ses compétences dans ce domaine. Il souhaite maîtriser un maximum d'aspects juridiques pour les prochaines fois où il aurait des déboires avec la justice.
En mars 2006, une adolescente de 14 ans vient de manquer le ramassage scolaire et elle a besoin d'être véhiculée pour rentrer chez elle. Malheureusement, la personne qui s'arrête avec son véhicule à sa hauteur pour lui proposer son aide, c'est Russell Tillis. Celle-ci accepte de monter dans la voiture de l'inconnu et Russell Tillis, au lieu de la ramener chez elle, va se diriger vers un endroit isolé. Par la suite, il frappe au visage la jeune femme et exige d'elle des faveurs sexuelles. Et il la menace en lui expliquant que si elle ne s'exécute pas, il la tuera. L'adolescente est terrifiée, mais elle n'est pas dénuée d'un esprit de réflexion, et elle va tenter quelque chose. Elle explique à Russell Tillis qu'elle est une prostituée en réalité, et qu'il n'a absolument pas besoin de la frapper, puisqu'il suffit qu'il demande pour qu'elle fasse tout ce qu'il veut. Cela semble fonctionner, du moins sur l'aspect des coups. Celui-ci ne se met plus à la frapper. En revanche, elle sera agressée sexuellement. Après quoi, Russell Tillis la déposera dans une ruelle et lui jettera 40 $ avant de s'en aller. Immédiatement, la jeune fille est conduite à l'hôpital, puis au commissariat de police pour déposer une plainte. Un portrait robot est établi dans les locaux de la police. L'ADN de Russell est aussi prélevé et analysé. Mais ce n'est que presque 2 ans plus tard que Russell Tillis sera inquiété pour cette histoire. Les agents de police vont l'interpeller et l'interroger. Et celui-ci, en salle d'interrogatoire, semble tout à fait décontracté. Il explique qu'il a l'habitude de se rendre chez les prostituées pour avoir des relations sexuelles avec elles. Il explique tout simplement qu'il ne connaît pas, en général, le nom de ces personnes, ni même l'âge, ce n'est pas une chose que l'on demande. Bien entendu, ces explications ne satisferont pas la cour et il sera reconnu coupable et condamné à 5 ans d'emprisonnement. Libéré lors de l'année 2012, il décide donc de retourner au bercail, dans la maison où vivent ses parents et notamment sa mère, parce que celle-ci ne se sent pas bien. Un cancer lui a été diagnostiqué. Elle est en phase terminale et elle doit même se déplacer dans un fauteuil roulant. Et malgré un divorce avec Claude, celui-ci insiste pour qu'ils se réconcilient et se remettent ensemble, ce qui joue sur la santé de Margie. Ce qui ne plaît que très peu d'ailleurs à Russell Tillis qui a une haine profonde pour son père et il va tout mettre en œuvre pour que celui-ci n'approche plus de cette maison, alors même qu'elle lui appartient. Malheureusement, peu de temps après s'être débarrassé de son père, c'est la mère de Russell Tillis qui va quitter ce monde et décéder. Voici alors que le fils hérite de la maison et il va en faire ce que vous savez désormais, une vraie forteresse camouflée derrière de grandes grilles recouvertes par des bâches. Sa mère ayant quitté ce monde, à présent, plus rien ne retient Russell Tillis, qui, vous le savez, va martyriser ses voisins en les menaçant de les tuer et en n'écoutant absolument aucune ordonnance restrictive et en violant l'ensemble des règles qui s'appliquent normalement à la citoyenneté américaine. Par ailleurs, de plus en plus de cris retentissent depuis la maison de Russell Tillis. Il arrive même que les voisins puissent apercevoir des jeunes femmes nues partir en courant de la maison. Les policiers sont appelés à maintes reprises pour ces événements, mais il s'avère que la plupart du temps ces jeunes femmes sont des prostituées et que, dès lors, les agents ne décident pas d'engager des enquêtes plus profondes. Le 20 mai 2015, la police se rend devant le domicile de Russell Tillis, et cette fois-ci avec un mandat d'arrêt pour l'emmener en prison. Car une nouvelle fois, l'homme, n'en faisant qu'à sa tête, a violé plusieurs ordonnances restrictives. Et le couperet est tombé, la police est envoyée et doit l'emmener. Nous sommes au milieu de la nuit, car dans l'après-midi, les premiers officiers qui étaient venus interpeller Russell Tillis avaient échoué dans cette mission, celui-ci ayant échappé à ces derniers. Mais pour cette nouvelle tentative, les agents sont prévenus. Et ils vont mettre en place un stratagème pour essayer de faire sortir Russell Tillis de chez lui et le cueillir. Ils lancent alors des cailloux sur le toit de la maison de celui-ci afin de le faire réagir. Après quelques secondes, un détecteur de mouvement est activé, une lumière s'allume et les officiers de police sont en train de voir Tillis s'échapper à travers le jardin d'un voisin. Ils engagent une course-poursuite avec lui en lui demandant de s'arrêter et de s'identifier. Alors ça, je me suis toujours demandé, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que le mec en train de s'enfuir, parce qu'on lui dit de s'arrêter, s'arrête? Bref, en tout cas, Russell Tillis n'a absolument pas cette attitude. Il se tourne au contraire vers les officiers en brandissant 2 couteaux, et il continue à partir en courant. Le fugitif sait très bien ce qu'il est en train de faire en réalité. Il réalise une boucle, et il est en train de courir à nouveau vers sa propriété dans laquelle il rentre. Les officiers de police le suivent de près. Ce qu'ils ne savent pas en revanche, c'est qu'ils viennent de tomber dans un piège. Il y a des lames de rasoir dissimulées dans des buissons, des fils électriques dénudés qui pendent un peu partout, des planches en bois avec des clous d'une hauteur de 10 cm répartis un peu partout. C'est d'ailleurs l'une de ces planches, cachée sous un feuillage épais, qui va transpercer le pied de l'un des agents de police. Malgré ces pièges sournois, démontrant l'état d'esprit pervers de Russell Tillis,
Celui-ci est interpellé et mis en état d'arrestation. Dans un premier temps, Russell Tillis doit purger 2 ans d'emprisonnement pour le non-respect des ordonnances restrictives. Par la suite, il va devoir répondre de cette agression sur un agent de police face au tribunal. Dans cette affaire, l'ensemble des charges qui pèsent sur lui pourrait lui coûter entre 15 et 30 ans d'emprisonnement. Incarcéré et attendant d'être jugé pour les actes qu'il a commis, Russell Tillis, dans le centre pénitentiaire qu'il occupe, va rencontrer d'autres détenus qui vont le solliciter. Pour quelle raison? Eh bien souvenez-vous, lors de l'un de ses premiers passages en prison, il avait étudié le droit de manière approfondie. Il va ainsi rendre service avec ses connaissances à certains détenus. Il s'agissait la plupart du temps de requêtes rédigées à l'attention des tribunaux. En échange, Russell Tillis était rémunéré par les moyens qui étaient à disposition dans la prison par les autres détenus. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui va jouer un rôle prépondérant. Samuel Ortega Evans. Evans est âgé de 32 ans. Il se retrouve incarcéré pour un vol à main armée qui a mal tourné et il risque une lourde sanction pouvant aller jusqu'à la peine de mort. L'homme avait déjà sollicité Russell pour ses talents juridiques. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse qui va se produire. C'est Russell Tillis qui va venir vers Evans. Russell Tillis va proposer l'un des marchés les plus farfelus que l'on puisse trouver dans une prison à Evans. Il lui explique que puisqu'il risque une lourde sentence, peut-être que son intervention dans une autre enquête, la faisant avancer, pourrait lui valoir une remise de peine ou peut-être une sentence moins élevée. Evans est confus et ne voit pas où Russell Tillis veut en venir. Ce dernier détaille donc. Il lui explique qu'il pourrait lui transmettre des informations qui permettraient de résoudre un meurtre à un procureur et en échange, eh bien celui-ci obtiendrait une remise de peine potentiellement. Evans est sceptique sur la proposition de Russell Tillis. Et on peut le comprendre au vu de l'endroit dans lequel ils évoluent tous les deux. Et lors d'une seconde rencontre, l'explication sera beaucoup plus claire, puisque Russell Tillis va lui expliquer qu'il y a un cadavre qui se trouve sur sa propriété. Il dessine un plan et il explique précisément à Evans où est-ce qu'il peut le trouver. Et la requête de Russell Tillis est simple. Il lui rédige la lettre révélant ses informations sur ce cadavre, la donne à Evans, qui lui doit la transmettre au procureur ou aux forces de l'ordre. Evans accepte et transmet ces informations. Il est aussitôt convoqué pour un interrogatoire. Il rapporte donc les confidences qui ont été faites par Russell Tillis. Il explique qu'il y a un cadavre sur la propriété, que la personne qui s'y trouve a été tuée et démembrée. Les autorités, afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un coup tordu, proposent à Evans de porter un micro et d'aller une nouvelle fois discuter avec Russell Tillis. Celui-ci accepte. A noter qu'Evans n'a jamais expliqué que cette idée provenait en réalité de Russell Tillis. Bah oui, tant qu'à faire, autant bénéficier de la remise de peine. Donc lorsque celui-ci est renvoyé dans l'établissement pénitentiaire, il croise à nouveau Russell Tillis, équipé cette fois-ci de son micro. Et il va écrire sur un papier qu'il est effectivement en possession d'un micro, et Russell Tillis acquiesce et lui dit que c'est bon. Le récit que l'homme va faire fait froid dans le dos. Russell Tillis indique que les femmes qui se trouvaient chez lui étaient pour la plupart des prostituées, et que parmi elles, la majorité étaient toxicomanes, et qu'il profitait de leur vulnérabilité pour les emmener dans une pièce insonorisée et les torturer en abusant d'elles. Il raconte par ailleurs qu'une fois que ces demoiselles s'étaient évanouies par les effets de la drogue ou de l'alcool, elles étaient revendues à d'autres hommes pour empocher des bénéfices sur ces ventes. Russell Tillis abordera finalement le meurtre, où il le détaillera et expliquera ensuite comment cette personne a été démembrée à l'aide d'une scie électrique puis enterré dans son jardin. Au total, 3 heures d'enregistrement sont transmis par Evans aux autorités. Aussitôt, un mandat de perquisition est posé sur la table pour aller fouiller la propriété de Tillis. Une pelleteuse est amenée sur place, et après 3 jours de fouilles intenses, le squelette d'une femme est finalement reconstitué. C'est donc au tour, désormais, de Russell Tillis de se trouver face aux enquêteurs, mais lorsque ceux-ci vont l'interroger, étrangement, il va rester muet comme une tombe et ne dira rien. Il indiquera simplement qu'il ne sait pas comment ce corps s'est retrouvé sur sa propriété et qu'il sollicite l'aide d'un avocat. Entre-temps, l'analyse du cadavre a révélé qu'il s'agissait de Johnny Lynn Gunther, une jeune femme âgée de 30 ans. Une femme à l'enfance et au passé difficile qui a rapidement plongé dans les ténèbres de l'alcool et de la drogue, devenant également une prostituée. Ses proches rapportent qu'ils étaient habitués au va-et-vient et surtout aux absences de Johnny, mais que cette fois-ci, le laps de temps était beaucoup plus long qu'habituellement. Les dernières traces de vie de la jeune femme remontent au mois d'avril 2015, lorsque celle-ci s'est vue transmettre par le tribunal
des documents en vue d'une potentielle pension alimentaire. Les enquêteurs, quant à eux, confirment que les zones géographiques habituelles que fréquentait Johnny correspondent à celles où Russell Tillis était vu fréquemment également. Qui plus est, Russell Tillis, de sa propre bouche, avoue avoir des relations sexuelles avec des prostituées de manière régulière. Johnny en étant une, il y a à nouveau là un recoupement pertinent. En outre, le rapport d'autopsie va préciser que des coups de marteau ont été portés au crâne de la jeune femme, lesquels ont entraîné sa mort. Mais des fractures multiples au niveau des bras sont également révélées, ce qui signifie que Johnny Lynn Gunther s'est battu pour sa vie. C'est ainsi que le 8 décembre 2016, et avec les pièces que détiennent les agents, Russell Tillis est inculpé pour le meurtre au second degré de Johnny Lynn Gunther. Lorsque cette affaire est révélée à la presse, la maison de Russell Tillis va être surnommée la maison de l'horreur, au vu de ce qu'on va y retrouver, en plus, bien évidemment, du cadavre de Johnny Lynn Gunther. Il y a des dizaines de couteaux, des dizaines de lames, d'outils électriques, des récipients d'acide, ainsi que des haches. Bref, de quoi faire réellement froid dans le dos. Suite à cela, vous comprenez bien que le voisinage aimerait définitivement que Russell Tillis soit condamné, et qu'il ne sorte plus de prison, surtout au vu des découvertes faites dans sa propriété. D'autant plus que les enquêteurs considèrent que Russell Tillis pourrait ne pas avoir qu'une seule victime à son actif, surtout après avoir retrouvé une photo. Une photo aussi mystérieuse qu'inquiétante, où l'on peut voir une jeune femme assise, à l'air paniquée. Et actuellement, on ne sait toujours pas de qui il s'agit malgré une demande au public de renseignements de la part de la police. Mais envoyer Russell Tillis en prison ne va pas être une partie facile. Celui-ci, avec ses connaissances juridiques, va mettre un maximum de bâtons dans les roues à la justice. Il tentera à plusieurs reprises de modifier la présidence du tribunal, de changer d'avocat, expliquant que le sien est incompétent ou inefficace. Et cela fonctionnera en effet en partie puisque le procès sera décalé de 2016 à 2017. Mais il devra néanmoins faire face aux charges qui pèsent sur lui. Et dans un premier temps, pour celle, suite à l'agression de l'officier qui le poursuivait le soir de l'arrestation. Finalement, suite à la découverte de différents vices de procédure dans cette affaire, celle-ci n'ira pas jusqu'au procès. Et Russell Tillis va plaider coupable, réduisant largement sa condamnation qui aurait dû être entre 15 et 30 ans. Les voisins sont inquiets, mais il y a une deuxième chance de condamnation, puisque cette fois-ci, le procès pour meurtre au second degré attend également Russell Tillis. Simplement, là encore, l'homme n'a pas l'intention de se laisser faire, et il est prêt à combattre face à la justice. Il donne plusieurs entretiens télévisés, où il détaille qu'en réalité il est victime d'un complot, et que ce sont des flics ripoux qui tentent de le piéger pour meurtre. Évidemment, ce ne sont pas là les explications de l'accusation qui va détailler que Russell Tillis en réalité est un grand manipulateur et quelqu'un de violent. Ils ont par ailleurs en leur possession les aveux de Russell Tillis suite à la discussion avec Evans, mais aussi des témoins, et notamment une femme qui va venir à la barre pour témoigner d'un passage dans la maison de Russell Tillis. Celui-ci lui ayant proposé sa maison comme un endroit où elle pourrait venir y déposer ses affaires et prendre une douche par moment. La femme raconte qu'au début de l'année 2014, elle se rend donc à la maison de Russell Tillis, puis s'évanouit après avoir pris une trop forte dose d'héroïne. Lorsque celle-ci s'est réveillée, elle a aperçu que sa jambe était attachée à un lit et qu'elle était faite prisonnière. Tillis est arrivé à ce moment-là pour la battre et la violer. Après quoi, Russell Tillis l'a traînée jusqu'à l'extérieur et l'a attachée. Il lui a également indiqué qu'il la traiterait comme un chien. Et de l'extérieur, la femme a remarqué que les cadenas des grilles n'étaient pas entièrement fermés. Lorsque la nuit est tombée et qu'elle savait que Russell Tillis dormait, elle a réussi à se débrouiller pour enlever la chaîne à sa jambe et pour s'enfuir. L'affaire avait été rapportée à la police, qui n'avait pas décidé d'investiguer plus que ça, certainement au vu de la profession de cette jeune femme. S'agissant de Johnny Lynn Gunther, Russell Tillis, lorsqu'il se trouve à la barre, va donner une toute autre version que celle qu'il a expliquée à Evans lorsqu'il portait le micro. Selon lui, Johnny Lynn Gunther était effectivement retenue captive dans la maison et il avait autorisé des hommes à venir la violer à condition qu'il payait pour cet acte. Son frère Claude se serait présenté lui-même pour avoir des relations sexuelles avec Johnny, mais celle-ci l'aurait reconnu. Paniqué et pensant qu'à présent Johnny pouvait l'identifier, il aurait enjoint à son frère Russell de la tuer. Russell se serait laissé convaincre par son frère, mais il aurait par la suite expliqué qu'il avait en échange demandé à Claude de découper le cadavre. Simplement, cette version ne coïncide pas avec les éléments que les enquêteurs ont retrouvés.
Très rapidement alors, Russell va changer sa version. Il détaille cette fois-ci que Johnny Lynn Gunther est arrivé déjà décédé dans le coffre de la voiture de Claude, que celui-ci l'a apporté à la maison de Russell Tillis et qu'elle a été découpée sur place. Lorsque le tribunal demande à Russell Tillis s'il connaît la cause de la mort de cette jeune femme, il répond qu'il n'en a absolument aucune idée. Il justifie ensuite l'explication qu'il a donnée à Evans lorsque ce dernier portait un micro, comme étant une volonté d'obtenir une peine de mort parce qu'il se sentait déprimé en prison et qu'il ne souhaitait pas y passer 30 ans et mourir lentement là-bas. Il aurait donc exagéré les faits, puisque un simple meurtre n'aurait pas suffi à obtenir la peine de mort. Des actes de cruauté et de barbarie, en revanche, circonstances aggravantes, l'auraient permis. Bon, il y a énormément de versions de la part de Russell Tillis. Simplement, il n'y en a pas beaucoup en revanche qui semblent correspondre aux faits. Et c'est certainement pour cette raison qu'après seulement 5 heures de délibération, le jury va désigner comme coupable Russell Tillis de meurtre avec préméditation et d'enlèvement. Néanmoins, le verdict n'étant pas unanime, la peine de mort n'est pas prononcée à l'encontre de Russell Tillis. En revanche, il est condamné à 2 périodes d'emprisonnement à vie, avec des périodes de sûreté de 30 ans dans les 2 cas. Notez que le frère de Russell Tillis, Claude, n'a pas été épargné par la police qui a réellement enquêté sur son cas pour savoir si effectivement il était impliqué suite aux dires de son frère. Et malgré quelques interrogatoires stressants et pressés par les enquêteurs, Claude n'est absolument mêlé dans aucune de ces affaires et c'était simplement des affabulations de la part de Russell, son propre frère. Une histoire complètement folle, le voisinage de ce petit secteur de Jacksonville peut être heureux, ils n'auront plus à subir les foudres de ce fou qu'était Russell Tillis. Et c'est tant mieux comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle m'a demandé énormément de travail au vu des différentes affaires dans lesquelles était mêlé Russell Tillis. N'hésitez donc pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Merci de m'avoir regardé, n'oubliez pas Instagram qui est en description et je vous dis à très bientôt. Ciao.